Il a fréquenté Calcutta, le Vietnam, le Chine et le Cambodge. Et en 1959, il a écrit son premier roman. En 1972, la deuxième œuvre littéraire, son deuxième roman. Il a ensuite connu une expérience dans l'industrie de 1960 à 1980, afin de continuer son troisième, son quatrième et son cinquième roman. Je tiens, Monsieur Cameron, au nom de toutes les collectivités scolaires, à vous adresser de très sincères remerciements pour votre présence aujourd'hui. De l'homme d'action à l'homme de lettres, votre témoignage est capital pour nos élèves. Le thème traité aujourd'hui, la vie quotidienne dans les camps de la mort, s'inscrit dans une page douloureuse, très douloureuse de notre histoire, que les jeunes d'aujourd'hui, qui sauront les adultes de demain, n'auront pas le droit ni d'oublier, ni de rejeter. C'est donc M. Axelrad, en tant que témoin, que je fais la parole maintenant. Mes chers amis, j'ai été surpris en arrivant tout à l'heure dans le bâtiment de lire que j'étais censé venir vous faire une conférence. Je dois dire que je ne suis pas très doué pour les conférences et que, effectivement, ce n'est pas une conférence que je vous ferai. Je pense qu'il est plus utile et je crois plus intéressant que nous ayons ensemble une espèce de conversation. Je vous raconterai un certain nombre de choses qui sont des choses vraies, qui se sont passées, et je souhaiterais, si cela vous convient, que nous ayons la possibilité de nous entretenir de ces choses-là et que je puisse éventuellement répondre aux questions que pourrait soulever ce que j'ai à vous. J'ai aujourd'hui, comme on vous l'a indiqué, à un âge certain, ce qui a eu pour avantage en ce qui me concerne de pouvoir être le témoin et quelquefois l'acteur d'un certain nombre d'événements qui ont marqué au cours des 50 dernières années. Lorsque, peu de temps avant la guerre, je me trouvais en boîte, comme vous aujourd'hui, nous avions un certain nombre de choix qui s'offraient à nous et qui devaient définir ce que nous allions devenir au cours des années qui allaient suivre. À cette époque-là, se dessinait déjà le conflit qui allait éclater 3 ou 4 années plus tard, et qui faisait que, dans le milieu estudiantin, on était assez partagé, on était même tout à fait partagé. Lorsque je vois aujourd'hui la façon dont on est partagé, les options politiques qui s'offrent à vous, la façon dont elles sont prises par les uns et par les autres, je ne peux pas m'empêcher de penser que, au fond, les choses se passent d'une manière pacifique. Elles ne se passaient pas d'une manière pacifique en 34, 35, 36. Et j'ai personnellement le souvenir de ma vie étudiante qui, pratiquement tous les soirs, au quartier latin, se terminait par des bagarres avec les francistes, avec les JP d'étrangers, avec les fascistes de Bucard, avec les camelots du droit et leurs cannes plongées. Et c'était vraiment, il s'agissait là de bagarres entre nous, qui étaient des bagarres sérieuses, avec des gens dont, par la suite, nous avons pu constater que pour l'essentiel d'entre eux, nous les avons retrouvés de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire du côté qui était opposé à la résistance. Il y avait déjà, par conséquent, un lever de rideau qui faisait que pour ceux qui, comme on dit,
voulait, la partie était déjà définie et on savait où on allait. Je dois dire que la guerre d'Espagne, qui est survenue peu de temps avant la déclaration de la Grande Guerre, a encore cristallisé les choses, et certains d'entre nous, qui étaient un peu nos anciens, puisqu'il fallait avoir plus de 20 ans, ont là aussi pris parti, et je me souviens de certains de mes camarades qui se sont engagés, soit d'un côté, soit de l'autre. La guerre est arrivée, j'étais personnellement en cours d'études supérieures et par conséquent destiné à devenir officier, ce que je suis devenu. Et là, sans avoir réellement fait quoi que ce soit, l'armistice est arrivé. Il est important de savoir pour la suite, c'est-à-dire pour ce qui est de la déportation, comment les gens de mon âge, c'est-à-dire qui avaient grosso modo 20 ans à ce moment-là, ont réagi le jour où l'armistice a été non pas signé, mais annoncé. Je me souviens que le 17 juin, c'est-à-dire la veille du jour où le général de Gaulle a fait son appel, lancé son appel, je me trouvais au mess avec un de mes aînés, c'est un lieutenant ancien, réserviste, et qui m'a dit l'armistice a été demandé, c'est pas pensable, il faut qu'on s'en aille, j'ai un moyen. Et je dis d'accord, nous partons. Je dois dire que le lendemain, qui était le jour de l'appel, je ne l'ai pas entendu, lui ne l'a pas entendu non plus, et aucun de ceux qui formaient notre groupe ne l'a entendu non plus. Nous avions simplement décidé de partir. Ça s'est pas fait pour une raison évidente incidente. Je m'excuse d'avoir à le dire, mais je crois que malgré tout, le comique de la chose doit être souligné parce qu'au fond, dans toutes les histoires tragiques qui suivent, il y a toujours eu du comique. Le garçon qui m'avait dit nous partons avait effectivement les moyens de le faire. Il était en cheville avec une compagnie de navigation qui avait des bateaux qui partaient de Marseille, donc les choses étaient possibles. Et puis, la veille du jour, le 23 ou le 24 juin, nous devions partir, il est arrivé avec une tête d'enterrement, en disant « je ne peux pas ». Pourquoi? Je dis parce que, dit-il, nous avons enterré notre vie de garçon ensemble il y a 5 ou 6 jours, dans les mauvais lieux de Toulon, et en ce qui me concerne, le résultat est tellement épouvantable qu'il faut que je me fasse soigner, je ne peux pas partir faire la guerre en C'est la raison pour laquelle, effectivement, il n'a pas pris le bateau, et moi je ne pouvais pas prendre le bateau non plus, je n'ai pas pris. J'ai donc décidé de partir autrement, de passer les Pyrénées. J'ai essayé de le faire comme un imbécile, c'est-à-dire que je me suis fait prendre par la gendarmerie française. J'ai été ramené à Toulon, je me trouvais. De là, j'ai fait état du fait que je n'étais pas un homme en perdition irrégulière, mais que je devais me battre. Ce à quoi mon colonel m'a répondu: ah bon, déserteur, j'ai été traduit en conseil de guerre, 3 mois de forteresse. Et ça a été ma première prison, qui a été une prison française. La suite, par hasard, est venue comme très souvent par hasard. Elle s'est présentée sous la forme d'une amie de faculté, communiste, en juin 1941, au moment où la Russie, l'URSS étant entrée en guerre contre les Allemands, les communistes français, eux-mêmes, avaient activé ce qui devait devenir les francs-tireurs partisans, organisation dans laquelle, bien qu'en n'ayant pas communiste par ailleurs, je suis entré, dans laquelle j'ai fait carrière, si l'on peut dire, puisque j'ai commandé le groupe, jusqu'au moment où j'ai été arrêté. L'arrestation, c'est février-mars 1944, c'est-à-dire en fait 17 mois avant la fin de la guerre. Et alors là, c'est l'entrée dans un monde totalement différent de ce que l'on peut imaginer. Je dirais que c'est un anti-monde, c'est-à-dire une société dans laquelle non seulement les lois que nous connaissons, les coutumes que nous connaissons, les
manière d'être, une manière de se comporter que nous connaissons, non pas court, et c'est un monde dans lequel les comportements sont exactement à l'inverse de ce que nous connaissons, c'est-à-dire que ce que nous appelons le bien est le mal, ce que nous appelons le mal est le bien, les gens bien sont des idiots, les idiots sont des gens bien, etc. C'est une antisociété. Ça s'est traduit à ce qui me concerne, d'abord par 2 semaines à la Gestapo de Marseille, puis 3 semaines à la prison de Beaumet de Marseille, où un beau jour, un officier SS, Oberstturmbannführer, commandant, est venu et a visité tous les prisonniers, les a interrogés, les a apprenés. C'était un petit bonhomme, gros comme 3 pommes. Il n'avait pas l'air mauvais, pas l'air méchant, ne parlait pas fort, ne gueulait pas, ne brutalisait pas. Il a simplement demandé: Axelrad, c'est votre nom? Oui. Vous êtes français? Oui. Vous êtes né à Paris? Où êtes-vous né? À Paris. Et votre père? Également. Et votre grand-père? Je ne sais pas. Et on dit dans ma famille que c'est quelque part dans l'Europe du Nord. Il s'est mis à rigoler. Et bien sûr, vous n'êtes pas juif. Non. Vous n'avez pas de chance. Parce que vous pouviez raconter une histoire de celle-là à n'importe qui. Et puisque vous ne savez pas où est né votre grand-père, moi je vais vous le dire. Il est né dans une région qui se situe autour d'un axe qui va de Galatz à Czernowitz, en Roumanie. Tous les gens qui portent votre nom sont originaires de cette région-là. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui ne soit juif. Bon, vous l'êtes. Donc c'est Auschwitz. C'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé à Auschwitz. Entre parenthèses, j'ai essayé de savoir par la suite qui était le petit bonhomme gros comme 3 pommes qui m'avait si gentiment interrogé. C'était tout simplement Eichmann lui-même, qui faisait à l'époque une tournée de toutes les prisons françaises, car il estimait que le tempo de déportation depuis la France était totalement assuré. J'ai donc eu droit à Auschwitz pendant 7 mois, après quoi, les Russes approchant, j'ai eu droit à un autre camp, Sachsenhausen, à côté de Berlin, où me suis trouvé jusqu'à pratiquement la fin de la guerre. Ces 2 endroits que j'ai traversés m'ont amené par la suite à me poser un certain nombre de questions sur ce qu'étaient, d'une manière générale, les camps, et ce qu'étaient plus particulièrement les 2 camps où successivement je me suis trouvé. Et ce que j'ai découvert, c'est que si le monde concentrationnaire était un anti-monde, le négatif, si l'on peut dire, de ce qu'est la société dans laquelle nous vivons, de manière générale, il existait entre ces catégories de camps que représentait Auschwitz d'une part, et Sachsenhausen d'autre part, une différence presque aussi fondamentale que celle qui différencie la liberté de la servitude. Pourquoi? Parce que il existait 2 sortes de camps. D'une part, des camps de concentration, nous allons parler, et d'autre part, je ne dirais pas des camps d'extermination, mais des centres de mise à mort. Et il existait une 3e catégorie, qui était un camp tout très particulier, qui était Auschwitz, qui tenait à la fois 2, c'est-à-dire qui était pour une part un centre de mise à mort, et d'autre part un camp de concentration, je dirais, si l'on peut dire, ordinaire. Comment se passait, si vous voulez, pour celui qui arrivait là-bas, qui était moi ce jour-là, qui aurait pu être un
comment se passait l'arrivée à Auschwitz. L'arrivée à Auschwitz, une fois que le wagon dégorgeait, 1400 personnes pour ce qui concerne mon convoi, les 1400 personnes étaient plus ou moins mises en rang et allaient le long d'un quai, au bout duquel se trouvait un officier SS, qui en l'espèce était le docteur Mengele, qui d'un coup de patine, comme vous le savez, on l'a dit suffisamment, indiquait à droite et à gauche, je ne peux même pas dire en se fondant sur l'aspect des gens, car il envoyait aussi bien à droite ou à gauche des gens costauds que des gens faibles. Pour le convoi qui me concernait, grosso modo, 900 personnes sont allées droite et 500 personnes, dont moi, sont allées gauche. De là, nous avons été conduits dans un enclos où nous avons trouvé le même Mengele qui a demandé que les gens qui avaient des malformations des mains se présentent parce qu'on allait faire des travaux durs et que par conséquent il fallait leur donner des possibilités de faire des travaux non difficiles. Les imbéciles qui ont déclaré avoir un pouce mal formé se sont retrouvés dans un bloc d'expérience, on ne les a plus jamais revus. Il a demandé ensuite quels étaient ceux d'entre nous qui avaient de la malaria, parce que également on allait faire des travaux dehors et ceux qui avaient la malaria résisteraient quand même bien. Quelques gens qui se sont déclarés atteints de malaria, on les a jamais revus non plus. Il a demandé si quelqu'un d'entre nous, quelques-uns d'entre nous étaient des jumeaux. Quelques-uns qui sont déclarés, on les avait bien revus non plus. Alors, ceci étant donné, on nous a marqué, puisqu'Auschwitz était le seul camp où on marquait au bras le matricule de vie. Et tandis que un détenu était en train de marquer, qui était le français communiste d'un convoi 1941, je lui ai demandé, mais enfin, qu'est-ce que sont devenus les autres 900. Et je me rappelle, il avait son aiguille avec laquelle on le marquait, et il m'a fait signe derrière moi, je suis retourné, et j'ai vu le ciel noir, avec les chemins qui crachaient. Il me dit, tes copains sont en train de passer par la cheminée, puisque c'était un terme par lequel on désignait la façon dont normalement on terminait la vie. Donc, Schornstein, normalement, c'est-à-dire passe par la cheminée. Ça me paraissait tellement invraisemblable que une heure et demie après notre arrivée, les gens sont en train de passer par la cheminée, 900, que je me suis retrouvé avec mon frère qui était déporté avec moi et qui était médecin, et il m'a dit, tu vois, un camp, ça développe des psychoses. Et ici, il y a la psychose de la cheminée. C'est la maladie du camp. Il m'a fallu 8 jours à peu près pour découvrir que ce n'était pas une maladie et qu'effectivement, une heure et demie après l'arrivée sur la rampe, un convoi de 1000 personnes avait cessé de vivre, car c'était ça. Pour autant, dirait-on, peut-être que malgré tout possible, dans cette ambiance, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il arrivait des gens qui, ayant été marqués, étaient entrés dans. Alors je peux raisonner par comparaison avec ce que j'ai vu par la suite. La vie à l'intérieur du camp, les gens qui avaient été admis, si on peut dire, aux bénéfices du camp, de la vie au camp, la vie était assez comparable à ce qu'elle était dans d'autres camps de concentration, qu'il s'agisse de Sachsenhausen, que j'ai trouvé par la suite, de Buchenwald, de Dachau, de Dachau, de Madeleine, Bergen-Belsen. Avec, malgré tout, une différence. Il y avait à Auschwitz la volonté de perpétuer un état de dépendance intellectuelle basé
sur la peur. Et une peur qui devait devenir absolument viscérale, qui devait habiter les individus absolument depuis le moment où ils s'éveillaient jusqu'au moment où ils s'endormaient. Le moyen de parvenir à maintenir dans la terreur, dans un état de terreur les individus, c'était le système qu'ils appelaient la sélection. Qu'est-ce que c'était qu'une sélection? C'était n'importe quand, le jour, la nuit, pendant le travail, après le travail, pendant le sommeil, un appel brutal. Rien ne laissait prévu. Tout le monde rassemblé, et la sélection se faisait choix d'un certain nombre de gens. Ce serait selon des critères qui étaient toujours différents et surtout absolument imprévisibles et idiots. La plus représentative de sélection que j'ai vécue, pour vous dire où on pouvait en arriver, était la suivante. Un jour, 3 heures du matin, sonnerie de réveil, tout le monde dehors, à poil bien sûr, et pas de gymnastique dehors, vers la salle de douche. La salle de douche, 3 fois comme celle-ci, avec des tuyaux à la Dubout, des jets de vapeur sortant dans tous les sens, des lampes à arc là-dedans, la flotte tombant par terre, tout le monde pataugeant, milieu de la nuit, les gens complètement abrutis, vous voyez à peu près l'état dans lequel les gens pouvaient se trouver. Et puis, bizarre, on arrivait toujours, même au moment où on ne pouvait plus courir, puisqu'on était les uns derrière les autres, il fallait quand même continuer à courir sur place. Jusqu'au moment où on arrivait devant une petite table, où se trouvait un SS, bourré à mort, avec à côté de lui un secrétaire détenu, avec un grand registre, et arrivé devant le SS, l'ordre tombait, danser. Imaginez des espèces de cadavres ambulants, nus, sous cette lumière, dans les jets de vapeur, devant cette table, pataugeant dans la flotte, et dansant. Ceux qui dansaient pas bien prenaient leur numéro, ceux qui dansaient bien retournaient se coucher. Le lendemain matin, à la peine, on appelait le numéro de ceux qui n'avaient pas bien dansé, qui étaient chargés dans un camion et qui avaient au gaz. Si vous voulez, c'est, si vous voulez, un exemple de l'idiotie sur laquelle se fondait toute cette non-vie dans cette non-société. Alors, comment pouvait-on réagir à ceci? Je dirais que les réactions qu'on pouvait avoir dépendaient d'un certain nombre de facteurs. Le premier de ces facteurs, je crois, était l'âge. Il est bien certain que quelqu'un ayant dépassé la cinquantaine réagissait de façon tout à fait négative et avec très peu de chances de s'en sortir parce que ne pouvait pas considérer que valait la peine d'essayer de percer à travers ça. Des gens qui avaient, comme nous l'avions, mon frère et moi, la vingtaine, 21, 22, 23 ans, nous pouvions nous défendre pour 2 raisons. La première, c'est que nous avions la jeunesse et que nous avions la santé, la force. Et deuxièmement, parce que la raison pour laquelle nous étions là n'était pas une raison de hasard. Et je crois que là, c'était la chose la plus importante. Les gens qui se trouvaient là parce que s'étaient battus, étaient tombés, étaient capturés, étaient emmenés là, considéraient peu ou prou que continuer à vivre pour eux, c'était continuer à se battre. Le seul fait de
continuer à vivre, c'était une défaite qui était infligée aux hommes. Donc, le devoir était de se battre, et la seule façon de se battre était de continuer à vivre. Continuer à vivre était, dans cette ambiance, la pire des insolences que l'on pouvait vivre. Donc, pour pouvoir continuer à vivre, il fallait s'inventer tout un système de défense qui permettait de contrebattre la volonté d'annihilation qui était celle des hommes. Et ça, au fond, il n'y avait pas, si vous voulez, de recette générale pour survivre dans ces conditions-là. Les recettes étaient uniquement personnelles. Et je ne peux personnellement témoigner, étant donné les situations vivantes, que des recettes que j'ai moi-même inventées et moi-même mises en œuvre à mon propre usage. Il n'est pas certain du tout que ces recettes pouvaient être envisagées par quelqu'un d'autre, étaient valables chez quelqu'un d'autre, n'étaient valables que sur le plan personnel. La première de ces recettes était de considérer que je n'étais pas destructif. Qu'en toute hypothèse, et quoi qu'il arrive, j'étais le plus fort et que je survivrais. Premier. Et ça, c'était une foi que j'avais chevillée avec une telle force au fond de moi-même que lorsque je voyais le pire des tortionnaires m'en mettre plein la gueule, si on peut dire, j'arrivais malgré tout à le regarder, m'excuse d'une grossièreté du terme, mais il n'y a que ça, en disant, je t'emmerde. Malgré tout. Il pouvait me rouler par terre, on disait, je t'emmerde. Et quand même. Et la conviction qui était en moi, qu'effectivement, était telle que finalement c'est lui qui était faible, c'est moi qui était fort. Tout moi, c'est ce que je pensais. Et au fond, le fait de le penser était la chose la plus importante, puisque c'était le fait de le penser qui me permettait de survivre. La deuxième possibilité, deuxième moyen, c'était une espèce d'humour absolument féroce. Il faut bien vous dire que ceux d'entre nous qui sont ressortis de cet enfer par ces moyens-là ne sont pas aux enfants de cœur. Il faut avoir réellement tutoyé la mort et vécu avec tout ce que ça comporte, pour savoir à quelle espèce de compromission morale il faut arriver malgré tout à se résoudre pour pouvoir survivre. L'une de ces compromissions était de dire rien de tout ceci n'est sérieux. Une espèce d'humour dévastateur qui faisait par exemple, je vous en donner un exemple, et c'est un exemple qui vous paraîtra probablement choquant. Nous vivions, comme vous le savez, sous le signe, sous la terreur, et dans la perspective du crématoire. La fin dernière était normalement l'exutoire normal. Et quand réellement, avec mon frère qui partageait cette manière de comportement, nous voulions dire entre nous que quelqu'un était réellement le dernier des idiots, le décide intégral, nous disions entre nous, il est tellement con qu'il faudrait le porter en triomphe au crématoire. C'est horrible.